Bonjour, c'est encore moi. Petite réflexion estivale pour ne pas trop se faire mal à la tête, c'est l'été, on se détend. Je vais quand même commencer par quelque chose d'un petit peu angoissant, il s'agit de ma brosse à dents. Ça, c'est ma brosse à dents électrique que j'ai achetée avec mes sous sur Amazon il y a environ 2 ans. Et au début, j'avais rien à dire, hein. C'est une brosse à dents électrique, tu la charges, tu te brosses les dents, puis 3 jours après, tu la recharges, tu te rebrosses les dents. Après, tu la recharges, 3 jours après, tu te rebrosses les dents, 2 jours à Camelot, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Rien d'exceptionnel. Sauf que, depuis 1 an, à peu près, la durée de vie de la batterie elle commence à augmenter. Depuis 1 an, à peu près, elle dure de plus en plus longtemps. J'en suis rendu, sans rire, à 10 jours. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal que ma brosse à dents ait une autonomie qui augmente toute seule? Moi, ça ne me rassure pas. Alors, ça correspond plus ou moins, cette augmentation d'autonomie, à la visite de Bhaskar à Montréal l'été dernier. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je pose la question. En attendant, s'il y a un spécialiste qui peut m'expliquer ce qui se passe, parce que moi, ça me fait un petit peu peur, j'aimerais bien des informations à ce sujet-là. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que j'ai une source d'énergie infinie sous la main? Que se passe-t-il? Alors, en même temps, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Je la recharge 3 fois moins, pourquoi pas? Et dans le rayon des bonnes nouvelles, on va continuer avec cette information qui est quand même assez fabuleuse. Je vous laisse écouter l'intervention d'un monsieur à la télé en France. Je n'en dis pas plus, de toute façon, je pense que le chapeau est assez explicite, mais c'est quand même rigolo. Tout simplement, ce que je fais, c'est que c'est un processus qui a suivi après quelques communications avec le ministère de l'économie et des finances, notamment leurs fonctionnaires. Et à l'issue de cette communication et de courriers échangés, aujourd'hui, j'ai reçu un RIB tout simplement avec un compte bancaire et je peux verser tous les mois le montant que je souhaite. Et moi, le montant sur lequel je me suis engagé, c'est 50 € par mois que je verse du coup depuis janvier. Comment ils ont réagi à Bercy quand vous les avez contactés en leur disant j'ai envie de vous donner de l'argent? J'ai été très surpris. Il y a eu, si vous voulez, parce que ça s'est passé en plusieurs étapes, hein. Si vous voulez, j'ai envoyé Bon, donc vous avez compris, il y a des gens qui appellent la télé pour dire qu'ils font des dons au fisc. En plus, bien sûr, des 80 ou 95% de tes revenus qui sont ponctionnés sans qu'on te demande ton avis, il y a des gens qui en rajoutent de façon volontaire. Alors, il n'est pas exclu que ce coup de fil soit un canular, hein. Ni que ce soit de l'intox. C'est un fonctionnaire de Bercy qui téléphone pour inciter les autres vaches du cheptel français à faire pareil. En tout cas, il y a une personne qui prétend faire des dons de 50 € par mois pour aider la France à combler son déficit, c'est-à-dire son déficit, sa dette nationale. Quelque part, c'est pas inintéressant, hein, je comprends le geste, mais parmi toutes les organisations auxquelles cette personne aurait pu faire des dons, il y a plein d'organismes de charité, hein. Il y a les Restos du Cœur, il y a Emmaüs, enfin, bon, tu connais la liste. Et puis il y a aussi des vrais organismes non subventionnés qui méritent de l'aide. Il y a même des individus, figure-toi, qui pourraient profiter de cette aide individuelle de 50 € par mois, mais non, on préfère le donner à l'État. Bon, bref. Cela dit, moi, ça m'a incité à faire un petit calcul. Donc, on va faire un petit calcul ensemble pour voir à quoi ça sert de donner 50 € par mois à l'État français. Alors, on va afficher en même temps l'état de la dette française actuellement. Voilà, 3 400 milliards d'euros. Et puis, on va prendre pour principe qu'elle ne bouge pas. Je vais donc cacher les chiffres parce que la dette, elle augmente environ de, je dirais, à vue de nez, là, 400 000 € par seconde, hein. Ça, c'est les dépenses de l'État qui ne font que creuser la dette. On va faire comme si ce n'était pas le cas, hein, que ça ne bougeait plus du tout. Combien de temps ça prend pour rembourser cette dette à coup de dons, hein, puisqu'apparemment les impôts ne la remboursent jamais, puisqu'elle ne fait qu'augmenter. Donc, toutes choses égales par ailleurs, faisons des dons pour combler la dette. On va dire qu'au départ, on a 3 400 milliards. Alors, on va le faire en millions, hein, pour éviter de taper des zéros toute la journée. Et on va être extrêmement optimiste, on va dire que 50 millions de Français ont la même réaction que le monsieur qui vient d'appeler la télé. 50 millions de Français se disent « Ah, moi aussi, je vais donner 50 € par mois pour combler la dette nationale du pays. » Ok, donc vous n'avez pas envie de payer,
de faire des dons à des organismes de charité, vous avez envie de payer la mafia, qui est le groupe terroriste qui a réussi, et qui... Mais blablabla. Non, revenons à l'aspect comptable de la chose. 3 400 milliards d'euros à payer par 50 millions de personnes. Alors je divise par 50, j'ai dit qu'on divisait tout en millions. Ça fait 68 000 par personne. Si je divise par 600 € par an, ce qui revient à 50 € par mois, ça fait 113 ans. La dette nationale du pays sera remboursée dans 113 ans. Je parle du capital, je ne sais pas comment ça marche avec les intérêts et tout, mais en admettant qu'elle ne bouge plus à partir d'aujourd'hui et que 50 millions de Français payent cette dette, on va arriver à la payer collectivement dans 113 ans. Moi, je ne participe pas, je te préviens, je t'aurais prévenu. Mais n'empêche que si tu le fais en tant que bonne vache qui cotise, ce sera une durée de 113 ans. Eh bien écoute, on se redonne rendez-vous en 2138 et puis on verra si ça a marché. Hein. En regardant d'ailleurs ce vidéoclip là, je m'aperçois que la tête d'un de ces messieurs là, le gros à gauche là, non enfin à droite là, sur l'écran, celui-là là, ne m'est pas inconnu. Et en fait quand tu cherches, oui je me souviens de lui. Là, je le mets juste pour le plaisir. Hein. C'est ce monsieur-là. On va écouter un petit discours de lui d'il y a 4 ans, de 2021. Appelez, okay. Appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Voilà. Donc c'est l'audiovisuel français qui d'un coup, d'un côté, veut te mettre en prison si tu ne te fais pas piquer. Et de l'autre, t'incite à filer du pognon à la mafia de ton plein gré, en plus de ce qu'on te prend déjà. C'est merveilleux, tout ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Au rayon, la démocratie, c'est merveilleux. La démocratie, c'est la liberté. Un autre petit fait divers rigolo. L'Union européenne s'apprête à scanner tous vos messages privés dès octobre 2025. Donc, je vais lire 2-3 lignes. Avec le soutien de 19 États membres de l'UE, la proposition Chat Control pourrait imposer dès octobre un scan des messages avant leur chiffrement sur des applications comme WhatsApp et Signal. Il y a aussi Telegram dans la liste, j'avais vu ça ailleurs, et puis sûrement plein d'autres. De quoi s'agit-il? Une proposition controversée, sans blague, de l'Union européenne. Alors qui dans l'Union, je ne sais pas. Surnommé Chat Control, regagne du terrain avec le soutien déclaré de 19 des 27 États membres. Cela imposerait aux plateformes de messagerie de scanner chaque message, photo et vidéo envoyé par ses utilisateurs à partir d'octobre, même lorsque le chiffrement de bout en bout est activé, a rapporté un blogueur qui s'appelle Corbon. Donc apprêtez-vous à voir tous vos messages envoyés directement au KGB européen, je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, ça confirme ce qu'on savait déjà, c'est que l'UE, c'est vraiment le nec plus ultra de l'élevage de bovins. J'aurais pu faire un petit blabla, mais un peu la flemme là, sur l'utilisation du mot libertarien à toutes les sauces en ce moment. C'est pas qu'en ce moment, mais là, en ce moment, c'est pire que jamais. Par exemple, cet article de Mediapart, tu sais, le journal communiste en ligne, auquel d'ailleurs, je te rappelle, il faut s'abonner, hein. Il faut payer pour le lire. Donc apparemment, tout n'est pas gratuit dans la vie, mais bref, passons. Donc cet article essaye de faire un pont très malfaisant, très malsain, entre ce fameux truc qui s'appelle Nicolas Quipet, qui fait un petit peu de bruit, enfin marginalement, hein, sur des plateformes comme Twitter, parce que je pense que dans la rue, personne ne sait trop ce qui s'y passe là-dedans, dans Nicolas Quipet. Bref, tu as des plateformes comme Mediapart et puis tous les communistes usuels qui font le lien entre ça et ce qu'on appelle les libertariens par le biais d'expressions comme l'extrême droite libertarienne. Bon, je sais pas. Est-ce que je... Non, j'ai pas envie. C'est tellement con. Je veux dire, l'extrême droite libertarienne, c'est comme dire, je sais pas moi, un célibataire marié. Est-ce que ça a un sens, ça? Un célibataire marié? Bon, l'extrême droite, c'est des mecs de droite qui veulent un gouvernement fort et puissant et blablabla et gna gna et tititi. Libertariens, c'est des gens, normalement, hein, qui voudraient ne pas avoir à subir de gouvernement sous la forme d'un État, comment dire, qui aurait le monopole de l'usage de la force et de la loi sur un territoire. Tu comprends l'absurdité du terme extrême droite libertarienne?
Comment est-ce que tu peux vouloir être libertarien et un État fort en même temps? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Hein. Donc, j'ai pas envie d'en parler, ça me fait déjà mal à la tête. Après, c'est pas que les communistes de gauche. Hein. Les Échos, apparemment, c'était un truc plus ou moins de droite avant. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment lu, mais vraiment, là, c'est tombé dans le communisme de gauche ou de droite, j'en sais rien, mais ils sortent les mêmes débilités. L'essor de l'autoritarisme libertarien. C'est un article, ça, de l'année dernière, pour parler du succès de la Trump et de Musk et tout ça, avec des photos grotesques et puis des phrases encore plus débiles. L'autoritarisme libertarien, ça c'est encore plus intéressant que tout à l'heure l'extrême droite libertarienne, c'est encore plus un célibataire marié ou de l'eau sèche ou un cercle pointu avec des angles, tu comprends, c'est des trucs... Ah, moi ça me fait des gros problèmes aux neurones. On va passer à une autre actualité quand même beaucoup plus rigolote, ça c'est tout frais, au Québec. Le racisme institutionnel devient une réalité de tous les jours maintenant. Aujourd'hui, enfin cette semaine, on a appris qu'un criminel a subi une peine réduite d'1 an parce qu'il est noir. Alors là, l'article, je ne peux pas te le montrer parce que la presse, c'est pareil, c'est subventionné, donc il faut bien qu'ils fassent payer leurs abonnés. Donc on ne peut pas vraiment lire on va donc plutôt voir l'équivalent dans un autre journal de Montréal, qui s'appelle d'ailleurs Le Journal de Montréal. C'est un très joli torchon de la même facture que l'autre, mais avec une saveur plus vomi que caca. Enfin, ça dépend de tes goûts. Donc là, c'est clair. Selon que vous êtes blanc ou noir, votre peine sera plus ou moins sévère. C'est un article de Mathieu Bock-Côtelette, notre ami Mathieu Bock-Côtelette. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, comme dans celui de la presse, que j'ai eu l'occasion de lire ailleurs, avant qu'ils me bloquent l'accès parce que j'avais excédé mon taux de 1 article par jour sur leur site. Ce qui est intéressant, c'est que bon, dans les deux cas, on explique que, avec plus ou moins d'outrage d'ailleurs, là, Mathieu Bock-Côtelette, lui, il est très très outré, il a raison d'ailleurs d'être outré. Donc le monsieur qui a été condamné dans cette affaire a subi 3 ans de prison comme peine, mais comme il est noir, on lui a dit, bah, finalement, c'est que 2 ans. Donc je te laisse aller vérifier sur Internet si c'est avéré tout ça, mais apparemment ça l'est. Moi je ne suis pas allé téléphoner au tribunal, hein, je te le dis tout de suite. Je m'en réfère simplement à ce qui sort dans la presse. Le côté intéressant de cette histoire, bon, d'une part, ça institutionnalise tout ce qui est culture de la victimisation, de l'excuse, l'identitarisme, la déculpabilisation par circonstance, tu vois, les circonstances, tous ces trucs-là qui n'ont strictement aucun rapport, mais aucun rapport du tout avec la justice. Quand on parle de justice, on parle de réparation du crime subi par la victime. Le crime étant manifesté par une perte de propriété privée, que ce soit sur ton corps, parce que tu as subi une agression physique et ça t'a coûté psychologiquement et physiquement de te réparer, donc on te doit de l'argent pour les frais médicaux et autres frais encourus, ou si on t'a piqué ton vélo, par exemple, ton précieux vélo, il faut qu'on te rende un vélo, plus les frais de récupération. La justice, c'est ça, c'est rembourser la victime, c'est restituer la victime dans son droit de propriété, c'est restaurer la victime au minimum par un contact victime-coupable et négociation entre eux. On a au moins 3 vidéos sur la chaîne qui parlent de ce sujet en détail. Voilà. Donc, en aucun cas, les circonstances de l'acte ne sont à prendre en compte. Si je t'ai piqué une télé parce que je vais mourir de faim, ou simplement parce que je suis un gros paresseux, ou parce que j'ai été victime de viol dans mon enfance, bon, ben, c'est triste dans les 3 cas, mais dans les 3 cas, je te dois une télé. Peu importe que j'ai été victime de quoi que ce soit dans mon passé. Tu comprends la nuance ? Quand je dis tu, là, je m'adresse bien sûr aux amis démocrates qui sont très très friands de circonstances atténuantes et d'autres victimisations de l'expérience personnelle. Alors après, quand la victime et le coupable négocient entre eux la restitution, il se peut très bien que la victime dise « Ah bah oui, vu tes circonstances, je comprends ton geste et je t'absous de ta restitution, j'efface la dette ». Ça se peut. Mais dans tous les cas, ce n'est pas à une tierce partie comme un gouvernement ou une espèce de cochonnerie en robe noire qui se prétend juge de décider. Le juge n'est là que pour dire qui a fait quoi et qui doit quoi à qui. C'est tout.
Là où je veux vraiment en venir, c'est que dans tous ces articles, parce que ça défraye un peu la chronique au Québec cette semaine, cette histoire, c'est quand même normal, c'est que premièrement, c'est pas quelque chose de si rare que ça. Apparemment, dans le Canada anglophone, c'est assez répandu comme pratique. Et c'est souvent utilisé, par exemple, dans les cas avec des gens qu'on appelle les autochtones, les Indiens, qui, par leur passé de victimes de la colonisation blanche, méritent des peines plus légères. Donc, bon, même si c'est choquant, c'est quand même pas tout nouveau. Peut-être qu'au Québec, ça a défrayé la chronique parce qu'il n'y avait rien d'autre à raconter cette semaine. Hein. Peut-être que le CO2 était trop calme, il n'y avait pas vraiment d'incendie ou de guerre ou de machin, donc on a parlé de ça. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que dans tous les articles qui en parlent, on ne parle pas de l'objet de la peine, c'est-à-dire de l'acte pour lequel le monsieur a été condamné. Le monsieur a été condamné à 24 mois au lieu de 35 pour l'acte suivant, c'est trafic de stupéfiants, c'est-à-dire vente de produits. Est-ce qu'il y a un crime là-dedans? Quelle victime est censée être restituée dans sa propriété? Un individu a vendu du cannabis à un autre individu, et ben le vendeur mérite 3 ans donc de prison. Et ça ne les choque pas, là. Mathieu Bock-Côtelette, là, l'espèce de tâche qui ne sait même pas de quoi il parle. C'est vrai que je m'agace un peu parce que c'est pas la première fois que ce monsieur a le devant de la scène sur cette chaîne. Et c'est toujours pour dire des bêtises. Je n'ai jamais entendu un truc vraiment intéressant. Bon, il crache sur les woke, mais qu'est-ce qu'on en a à battre des woke? Non, ni lui, ni aucun des autres qui ont parlé de ça ne souligne que vendre de la drogue, non seulement ça n'a jamais été un crime nulle part, parce que personne, à moins que ce soit une injection forcée, hein, par exemple, pour avoir le droit de prendre l'avion. Si on fait référence à ce qu'on discutait il y a 3 minutes avec la grosse truie là, qui voulait mettre en prison les gens qui ne voulaient pas se faire piquer, là il y a quelque chose d'un peu, ambigu entre tous ces journalistes. D'un côté, on peut forcer les gens à se droguer, et de l'autre, il faut les mettre en prison quand il y a des actes volontaires de drogue. Je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire du Québec, le monsieur noir qui s'est fait condamner aurait dû être condamné à 0, puisqu'il n'a pas commis de crime, il n'y avait pas de victime, il n'a fait que vendre de la drogue. Ce n'est pas un crime. Je souligne d'ailleurs qu'au Québec, comme dans le reste du Canada, c'est légal. Il y a des magasins de cannabis. Au Québec, les magasins de cannabis sont tenus par qui? Par le gouvernement. Ça s'appelle la SQDC. D'accord? Donc au Québec, on met en prison des gens qui font le commerce de substances que vend le gouvernement. Allez, à tout à l'heure. Je vais prendre un peu l'air parce que là, je commence à m'énerver. On va finir un petit peu pour rigoler avec la trompe, parce que c'est toujours bien, ça fait toujours plaisir de parler de la trompe, on rigole à chaque fois. Encore un article qui utilise le terme libertarien pour nous expliquer, à l'instar tout à l'heure des Échos et de Mediapart, que la trompe est un libertarien. Alors, que ce genre d'absurdité soit dégueulé par les Échos ou Mediapart, moi, ça me va. Hein, je veux dire, ce sont des pustules gouvernementales, ce sont des espèces d'organismes de propagande subventionnés. Que les gens soient de mauvaise foi, complètement incultes et à moitié débiles, ça, c'est normal. Qu'est-ce que tu vas attendre d'autre d'une sorte de média subventionné? C'est son métier d'être débile pour te rendre encore plus débile. Donc moi, aucun problème. Mais là, qu'on ait une sorte de plateforme qui se la pète, on est indépendant, gna gna gna, et puis on fait des articles philosophiques de profondeur, et puis on te sort un titre comme ça, Trump n'est pas imprévisible, il déroule un plan libertarien, mais lol quoi. Alors, c'est du mois d'avril, hein, je me traîne ça depuis un moment, je me suis dit, est-ce qu'on va en parler? Oui, non. Franchement, j'ai la flemme, donc non, je vais pas le faire. Là, je te le montre pour que si tu as envie de le lire, tu y ailles, mais c'est vraiment pire que du caca. Tu vois ce que je veux dire? Si tu étais en caca comme personne et que tu faisais caca, bah, le deuxième caca, ce serait cet article, tu comprends? Et pourtant, ils ont essayé quand même, parce que, tu vois, par exemple, ici, on mentionne les théoriciens, donc ils sont allés chercher des noms. Bon, à notre époque, c'est facile, tu vas sur ChatGPT, tu demandes 2-3 noms, on te les sort. Donc ils parlent de Ludwig von Mises, bon, ça c'est un peu raté, parce que c'est surtout de l'économie dont est spécialisé Ludwig. Il n'a jamais vraiment fait de développement, et peut-être 1 ou 2 articles, mais pas plus sur le côté droit naturel. Je ne me rappelle pas en tout cas. Alors Rothbard, oui, et Robert Nozick, mais alors pas du tout. Robert Nozick, c'est le pape des minarxistes. Personne ne se revendique de Nozick quand on est sérieux. Hein. Ce serait comme dire, ah ben moi je suis hayekien. Non, mais dans ce cas-là, tu es un socialiste de droite, c'est tout.
Donc voilà, cet article a trouvé des noms, il a essayé de faire des trucs, mais bon, je peux te faire un petit résumé rapide à la fin. La diversité des profils libertariens. Tu as le paléo-libertarien ou alias redneck. T'imagines le niveau de l'article? Si tu es paléo-libertarien, c'est-à-dire à peu près la seule version plus ou moins correcte, c'est-à-dire qu'il y a celle qui se repose vraiment sur le droit naturel et qui à partir de là va développer différentes possibilités de culture, aussi bien redneck que pas redneck justement. Mais eux, ils ont décidé que c'était les rednecks qui faisaient ça, c'est-à-dire, tu sais, les gros beaufs américains avec des fusils et des drapeaux dans leur jardin. Bon. Donc, c'est la petite maison dans la prairie pour eux, ça, tu comprends? C'est ça, le libertarien paléo. Et oui, paléo, hein. Il manque plus que le stégosaure en plâtre dans le jardin, puis on est bien. Après, tu as le second qui s'inspire de Ayn Rand. Bon, bah non, ça, c'est pas des libertariens, c'est des minarchistes, alias des minarxistes surtout. Les fans de Ayn Rand sont minarxistes. Ce sont des minarchistes déontologiques qui veulent être minarchistes. Ils refusent d'être autre chose. Ils ne veulent surtout pas être libertariens. Donc ce ne sont pas des libertariens. Après, Heritage Foundation, donc des conservateurs de droite. Libertaires, donc les mecs, je ne sais pas. Ce sont des échangistes libertariens peut-être, mais ce n'est pas une population de libertariens en particulier. Ça n'a rien à voir. Libertariens de gauche, donc des libertariens, mais qui aimeraient quand même qu'on fasse de la redistribution forcée pour égaliser le niveau de richesse. Et la cinquième, c'est les cyberlibertariens, donc je suppose que c'est ceux qu'on associe à Bitcoin et puis à ce genre de trucs. Tous les gens qui pensent que la technologie, Internet, les réseaux vont nous sortir de là. Dans aucune de ces 5 catégories, ni dans tout le reste de l'article, on n'a aucune mention de droit naturel. Donc voilà le niveau des cochonneries qui sont censées nous expliquer que la trompe est un libertarien. Et ben moi, même si je critique abondamment cet article, que je l'ai même insulté à l'instant pendant plusieurs minutes, je dis ils ont raison, mais pas pour les raisons qu'ils invoquent. Cet article est parfaitement exact. La trompe est libertarien. C'est le premier de tous les libertariens de la planète. Et je vais le prouver en très peu de temps, tu vas voir. Premièrement, et uniquement d'ailleurs, il n'y aura qu'un point à ma démonstration, voici un exemple. La trompe met des tarifs douaniers. Il a recommencé là, on est en août 2025, il a remis 39% sur la Suisse, 35% sur le Canada. Bon, ça change un peu tous les jours, hein. Peut-être que demain ce sera 20% de moins ou 30% de plus, on ne sait pas. Et c'est ça qui le rend libertarien. C'est ce manque de stabilité, cette nonchalance totale, cette complète, en anglais on dit disregard, cette complète ignorance pour la moindre planification. Quand on ne planifie pas, on est un peu comme un animal. Donc, dans son cas, ça ne le rend pas libertarien, mais ça le pousse à rendre la fonction du gouvernement et de l'État complètement ridicule. La trompe ridiculise la fonction de l'État. Il rend l'État complètement absurde. Les décisions officielles prises par le gouvernement de la trompe sont tellement débiles, les annonces qu'ils font sont tellement débiles, tout ce qui est issu de l'administration de la trompe est tellement débile qu'on ne peut conclure qu'une chose, c'est qu'ils ont un but à tout ça, c'est de ridiculiser l'État américain. Et comme stratégie libertarienne, c'est quand même très fort. Je veux dire, c'est possible. Non, mais en plus, c'est vrai. Regarde, franchement, quand on publie un tweet comme celui-ci, qui a l'air authentique, hein, il dit « Voilà, grâce aux tarifs douaniers, au protectionnisme, des milliards de dollars sont en train de couler dans les caisses américaines. » Donc, il n'y a que 2 possibilités. Et comme il est le premier, il est le président, il a été élu, il est le chef, il a été quand même sélectionné par cette mécanique darwinienne politique pour être le meilleur des pires, ou alors le pire des meilleurs. Mais dans tous les cas, c'est forcément lui l'élite de ce genre de raisonnement. Et il ne peut pas penser un truc pareil, c'est un homme d'affaires, il sait bien. Je veux dire, il a des notions d'économie, sinon il ne serait pas milliardaire. Hein. Ses fans ne vont pas me contredire. Donc il sait très bien que des tarifs douaniers, le protectionnisme, ça n'enrichit personne, il le sait. Mais s'il l'affirme avec assez de puissance, il montre que la position présidentielle est grotesque, parce qu'on peut se permettre de dire des trucs aussi débiles. Et en fait, il y a des gens qui vont le croire et qui vont faire le lien avec l'autre proposition d'il y a 2 secondes, comme quoi, ben non, les taxes,
Ça n'enrichit personne. Donc s'il le dit, c'est qu'il est débile. Donc ça veut dire que le président est débile et que tout le gouvernement est débile. Et ouais, donc c'est quand même une bonne stratégie libertarienne. Je rappelle à ceux qui doutent encore que les milliards que la Trump mentionne dans ce tweet, effectivement, ils ont sûrement coulé dans les caisses de l'État fédéral et pas des États-Unis, donc pas de tous les gens. Et il vient des poches des Américains eux-mêmes. Hein. Un tarif douanier, c'est les Américains qui achètent des trucs de l'étranger qui les payent. Donc par exemple, moi, je suis aux États-Unis, je veux acheter un truc au Canada, ça coûte 100. Mais il y a 35%, donc je paye 135. Je donne 100 aux mecs au Canada, et les 35, je les donne au gouvernement. Et tous ces petits 35 qui sont dans la caisse, empilés dans la caisse du gouvernement, ben, ça fait les milliards dont parle la Trump. Donc oui, il y a des milliards qui coulent, mais ça coule de la poche des Américains dans la caisse du gouvernement américain. Tout le monde le sait, ça. Donc si lui le dit avec autant d'assurance, c'est forcément pour ridiculiser l'action de l'État. On va continuer avec ça en faisant un parallèle avec Bayrou. En France, il est tellement nul. Je ne sais pas si tu as regardé une vidéo ou deux sur sa chaîne YouTube là, qui a commencé mardi. Bon, moi, il me fait marrer. Peut-être qu'il ne fait pas marrer. Mais en tout cas, il est tellement nul que la seule explication, c'est que, en fait, c'est un libertarien qui s'est hissé par la ruse, tel le serpent qui oscille entre les cailloux, pour arriver au poste de Premier ministre, pour ridiculiser cette fonction et pour, en fait, ridiculiser tout le gouvernement et toute la notion de démocratie, etc. Donc, bravo les gars, bravo Bayrou, bravo la Trump, vous faites un excellent boulot, je vous félicite. Là, on a une petite actualité rapide sur le fait que la Trump et ses petits gars vont cramer des stocks de contraceptifs parce que bon, ils n'aiment pas la contraception. Ça prouve encore une fois que l'État américain est là pour ridiculiser sa propre fonction. Parce que quand tu as un stock sous la main et que tu n'as pas envie de l'utiliser parce que tu as des valeurs, je ne sais pas, conservatrices qui voudraient promulguer la procréation et le sexe procréatif et pour éliminer toute possibilité de sexe récréatif, bon bah donc tu vas pas vouloir faire la promotion de ces stocks, mais tu pourrais tirer du pognon avec ça, tu pourrais les vendre. À la limite, tu pourrais les donner, tu vois. Tu les donnes justement aux gens que tu n'as pas envie qu'ils se reproduisent parce qu'en plus, tu as des politiques de limitation d'immigration, etc. Donc en fait, si tu les filais à des pays en Amérique du Sud ou en Afrique ou je sais pas où, dont tu as envie de limiter la démographie, ben, c'est d'une pierre deux coups. T'empêches tes propres vaches chez toi de copuler pour le plaisir, et en plus, tu vas inciter la dégénérescence chez les autres et les empêcher de faire des bébés. Pourquoi tu les donnes pas à ces mecs-là, espèce de débiles? Ben, en fait, c'est parce que t'es pas débile. Ou alors tu pourrais les vendre. En Europe, il y a sûrement un marché pour ça. Ils sont déjà en Europe, ces trucs-là, ces petites pilules. Tu les vends, tu fais un peu de thunes. Tu as envie justement de réduire ta dette nationale, toi aussi, qui s'élève à 42 000 milliards de dollars, ou 38 000, je ne sais plus. En tout cas, il y a des moyens de se débarrasser de ces stocks de contraceptifs sans les incinérer. Eh ben non, tu les incinères. Donc, c'est que tu as envie de montrer, par la force du poignet, que l'État, c'est de la merde, que vous êtes tous des demeurés, et que la démocratie, c'est juste une grosse fausse sceptique bien profonde. Non, mais franchement, je vois que ça comme explication. Hein. Regarde, on continue avec la Trump, là. La Trump... Attends, je te jure que c'est... Enfin, je l'ai lu plusieurs fois là-dessus pour être sûr. La Trump a décidé que le prochain recensement aux États-Unis, c'est-à-dire le fait de compter les gens qui sont sur le territoire, va exclure les immigrants illégaux. Il y a un article très long qui explique pourquoi. On ne va pas le passer au travers parce que j'ai autre chose à faire. Mais moi, j'ai du mal, tu vois, à connecter les fils, là, parce que si tu as envie de savoir combien il y a de gens sur ton territoire, qu'est-ce que ça peut foutre qu'ils soient là légalement ou pas? Bon. Je veux dire, toi, ton truc, quand tu fais un recensement, c'est pour savoir quoi faire. Normalement, tu vas gérer un pays, tu sais, tu es un gouvernement, gna gna gna, tu as donc ton troupeau de vaches, et tu vas devoir calculer la surface de pâturage qu'il faut pour les promener, le nombre de kilos de farine de cerveau de porc que tu vas leur donner à manger. Je sais pas, il faut que tu gères ton troupeau, donc il faut que tu saches quelle taille il a, non? En fait, il doit y avoir un truc d'élection ou de subvention ou de machin là-dedans, mais moi, ça me troue le slip, hein, sérieux. Il ne veut pas compter les gens qui sont illégaux. Ça veut dire qu'aux États-Unis, s'il y avait 100 millions d'habitants et 100 millions d'immigrants, il dirait qu'il y a 100 millions de personnes, en fait. Enfin, 100 millions d'immigrants illégaux. En vrai, il y en a 200 millions, hein, pour le total. Mais non, il dirait 100 millions.
on est un pays de 100 millions de personnes. Alors, peut-être que pour calculer les revenus fiscaux, ce genre de trucs, oui, ça a un intérêt. Mais, enfin, moi, si j'étais pas aussi brillant que la trompe, je ferais un recensement d'absolument tout le monde. Je rajouterais une case à cocher illégale ou pas illégal, donc résident autorisé. Et après, je pourrais faire différents calculs. Maintenant, si tu enlèves complètement tous les immigrants illégaux, bah écoute, joue à ton communisme comme tu veux. Hein. Allez, une petite dernière sur la trompe. Attends, tiens, on va l'écouter, ça c'est assez rigolo. Ça vaut le coup. Very strange videos that look like they are, unidentified flying objects. Is there anything in the files that you think you could find or you have found? Nothing that I'm prepared to talk about today. Ooh. So watch this space. Say what? Watch this space. We are I'm just going to say this. We're continuing to look for the truth. Voilà, donc là, tu as la pétasse à droite, c'est Tulsi Gabbard, qui est chef de je ne sais plus trop quoi, le FBI ou NSA. Ou, bref, un truc comme ça, tu vois, direction du service de renseignement national. Voilà. Donc cette dame-là, qui est donc pas secrétaire au ministère du slip, hein, qui a des postes quand même assez élevés, te fait des apparitions de télé pour parler d'extraterrestres. Alors je sais qu'en ce moment, il y a un gros scandale latent et qui n'arrête pas de ne pas s'éteindre à propos de la liste des clients de Epstein, là, le fameux scandale de pédophiles, de prostitution infantile, etc. Donc certains disent qu'ils sont prêts à tout pour détourner l'attention, donc peut-être qu'ils font des annonces comme ça justement pour qu'on pense à autre chose. Ils parlent d'extraterrestres en pensant que ça va les détourner des pédophiles. Mais je trouve ça quand même assez balèze, non? Imagine un ministre français ou le Premier ministre canadien qui te dit « Ouais, les extraterrestres arrivent, gna gna. » Eh ben, c'est pas la première fois en plus. Et puis c'est pas idiot, hein, franchement. Là, je rigole, mais franchement, ça a une utilité. Regarde, je vais te montrer un autre extrait vidéo. On va comprendre pourquoi c'est très utile de parler d'extraterrestres. Accroche-toi. Our government spending plus an expansionary policy by the Fed, you could get that. So if you think about using all of these things together, you could accomplish, a great deal. I mean, if we discovered that space aliens were planning to attack, and we needed a massive buildup to counter the space alien threat, and really inflation and budget deficits took secondary place to that, this slump would be over in 18 months. And then if we discovered, whoops, we made a mistake, there aren't actually any space aliens. So we need Orson Welles, is what you're saying. No, there was a Twilight Zone episode like this in which scientists fake an alien threat in order to achieve world peace. Well, this time we don't need it. We need it in order to get some fiscal stimulus. On ne s'ennuie jamais avec ces gens-là. Donc là, c'était bien sûr, tu l'as reconnu, Paul Krugman, un ancien titulaire de prix Nobel, ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, et qui t'explique que si on pouvait faire croire aux gens qu'il y avait une invasion extraterrestre sur le point d'arriver, ce qui n'est pas passé loin, il n'y a pas longtemps dans la nouvelle, on nous a dit « Ouais, il y a un objet qui arrive sur la Terre qui fait... je crois, 10 km de diamètre et qui pourrait être un vaisseau spatial. » Donc c'est quelque chose qui ressort souvent. Cette intervention-là de Krugman, elle date d'il y a, je sais pas, 15-20 ans, je sais pas trop. Et donc il t'explique qu'avec une simulation, si on mentait au public en fait sur le fait qu'une invasion extraterrestre était imminente, on pourrait stimuler l'économie par des plans de défense, par des dépenses d'État. Donc c'est du pur keynésianisme, hein. C'est vraiment du keynésianisme. D'ailleurs, je serais étonné de voir ce que lui pense de la MMT, mais ça, c'est encore une autre question. Je crois qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Ça m'étonne que des gens comme ça arrivent à se disputer dans des combats d'infirmes entre keynésiens. Mais bref, donc la dépense d'argent public pour n'importe quel projet, donc comme un projet bidon, comme la défense contre une hypothétique invasion, eh ben, ce serait bien. Bah ouais, parce que comme ça, on crée des déficits. Les déficits, ça crée de la dette. La dette, ça crée du pognon. Et le pognon, on donne aux gens. Il y a vraiment une logique super tordue là qui dépasse un peu l'entendement.
En même temps, préparer une contre-attaque contre de faux extraterrestres, ça me paraît pas plus débile que d'installer des Jeux Olympiques dans une ville ou de faire patauger des gens dans une rivière pleine de merde ou tout ce qu'ils font actuellement. Hein. Il pourrait y avoir du bon dans la simulation d'une attaque extraterrestre. Peut-être qu'effectivement, ça empêcherait les Russes et les Ukrainiens de continuer à se balancer des bombes et des trucs comme... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut rester ouvert dans la vie. Hein. Donc moi, Paul Krugman, écoute, moi je trouve que la trompe, s'il veut vraiment faire son boulot de libertarien jusqu'au bout pour défoncer la réputation de l'État, il faudrait qu'il l'embauche et qu'il le nomme ministre de l'économie, c'est-à-dire, je sais pas comment on appelle ça chez eux, secrétaire d'État au Trésor, ou une connerie comme ça. Donc embauchez Paul Krugman, s'il vous plaît, et puis Stéphanie Kelton aussi, hein. Please, vite. Et maintenant, c'est l'heure de boire un petit coup.